de s'informer et sans doute, et nous l'espérons, mieux résister à l'intelligence artificielle générative. Parce qu'évidemment, le premier constat que nous avons fait, c'est un pillage massif de la création. Et dans ces cas-là, il nous faut nous poser sans doute les bonnes questions, mais plus principalement s'organiser et défendre nos droits. Et pour ce faire, pour vous présenter cette situation, on a fait appel à Maître Denis Goulette, qui est donc l'avocat conseil de la Charte, mais pas que, il est aussi le représentant d'intérêt de la Fédération européenne des scénaristes, c'est-à-dire que c'est une vigie des négociations européennes, car il est évidemment important de savoir et de garder en tête que le cadre juridique européen est un enjeu majeur dans ce combat. 45 minutes de présentation par Denis, une présentation engagée. Vous imaginez bien qu'à la charte, la neutralité n'a pas grand intérêt, surtout encore moins sur ce sujet. Donc je vais le laisser vous faire cette présentation pendant 45 minutes et comme vous disait Isabelle, on aura 15 minutes d'échange pour perfectionner tout ça. À toi Denis, merci. Eh bien, merci Céline, merci Isabelle pour la présentation, l'introduction. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes pour beaucoup d'entre vous des storytellers qui aimaient raconter des histoires, donc je vais essayer de vous présenter l'histoire. L'histoire de quoi? L'histoire d'un vieux traité qui a été signé en 1886, à l'époque des lampes à gaz et des machines à écrire. Et ce vieux traité de ce qu'on appelle la Convention de Berne, je vais essayer de vous expliquer et que ça va me servir de soubassement à toute mon explication pour que vous compreniez pourquoi ce vieux traité, il pourrait être la clé dans la défense de vos droits. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est dans une situation qui est absolument catastrophique. L'Europe a introduit en 2019 une exception au droit d'auteur qui paralyse a priori votre droit de vous opposer à l'entraînement d'intelligence artificielle via vos œuvres. Elle s'appelle exception de fouille de texte et de données, text and data mining en anglais, et elle oblige les auteurs de manière extraordinairement hypocrite à dire, écoutez, voilà, par principe, vous acceptez que dans ce beau marché mondialisé, on puisse piller vos œuvres, mais bien sûr, si vous vous y opposez, eh ben, vous vous y opposez dans des formes dans des formes que l'on ne sait pas lesquelles, mais sur le principe, vous pouvez vous y opposer. Et comme ça, on respecte le droit d'auteur. Alors évidemment, en 1886, il n'y a pas un article qui s'appelle intelligence artificielle, hein, évidemment. Mais le fait que ça soit un traité fait que il est applicable à tous les pays membres. C'est-à-dire que chaque pays qui va vouloir créer une législation propre à l'intelligence artificielle pour ses créateurs, pour ses auteurs, doit respecter un certain nombre de principes. Alors, c'est quoi le cœur de la Convention de Berne pour que vous compreniez bien? C'est la réciprocité. Le principe, c'est si tu veilles sur mes créateurs, moi je veillerai sur tes créateurs. C'est-à-dire que c'est un pacte qui est fait entre tous les pays membres. Il y en a 180 qui ont ratifié la Convention de Berne et qui disent, voilà, moi, je peux avoir des spécificités propres à mon pays sur savoir qui je protège, mais à partir du moment où j'ai décidé de protéger, eh ben, la protection que j'accorde, je l'accorderai quelle que soit la nationalité de la personne dans le pays dans lequel elle se trouve par rapport à ça sur mon propre pays. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'un écrivain ou un illustrateur de la charte français, il bénéficie d'une protection automatique dans tous les autres pays signataires, par exemple aux États-Unis. Hein. Et ça veut dire qu'un auteur américain ou un illustrateur américain, il bénéficie également d'une protection par le droit d'auteur, par le copyright, on appelle ça à un niveau mondial, mais bon, c'est le droit d'auteur. Il bénéficie d'une protection par le droit d'auteur dans tous les autres pays tous les autres auteurs du pays, de tous les autres pays bénéficient de la même protection en France sans avoir à payer de droits d'enregistrement, sans avoir à remplir des formulaires. Figurez-vous que les États-Unis ont été un des derniers pays à ratifier cette convention de Berne il y a une quinzaine d'années. Bon, là, je n'ai plus vraiment en tête la date.
Mais avant ça, il y en a peut-être parmi vous qui ont des souvenirs qu'il y avait un espèce de copyright office dans lequel il fallait aller, si on voulait être protégé aux États-Unis, il fallait payer des droits d'enregistrement. Donc aujourd'hui, ça, par exemple, les États-Unis ne sont membres de la Convention de Berne, il n'y a plus de droit d'enregistrement pour avoir l'assurance que votre œuvre est protégée par un copyright aux États-Unis. Alors maintenant, imaginez ceci dans le monde dans lequel on vit, hein. Si Trump ça serait bien un truc qu'il serait capable de faire. S'il décidait de se retirer de la Convention de Berne, on pourrait parfaitement imaginer qu'il arriverait avec une position trumpesque disant, eh ben, désormais, ça sera $1 million registration pour si vous voulez que je protège vos œuvres aux États-Unis. Et on pourrait imaginer que du coup, tous les pays se mettent à faire la même chose et disent, ah ok, d'accord, tu veux m'imposer $1 million pour que mon œuvre elle soit protégée aux États-Unis et qu'elle puisse pas être piratée et copiée par tous les citoyens, et ben dans ces cas-là, bah moi aussi je vais mettre $1 million en France par rapport à ça. Donc c'est ça que la Convention de Berne elle essaye de protéger, c'est pour essayer d'éviter qu'il y ait des dingues qui rentrent dans ce type de logique et de manière à essayer d'avoir une protection harmonisée parce que le cœur de Berne, c'est de comprendre que les œuvres, par définition, elles traversent les frontières et que vivre uniquement avec des petites querelles de chapelle internes à chaque pays, ça peut pas marcher par rapport à des œuvres. Donc c'est vraiment ça le principe fondamental de Berne. Alors maintenant, posez-vous la question, hein, est-ce que ça serait vraiment différent, là, la situation qu'on est en train de dire, aujourd'hui, dans des pays qui se mettent chacun à avoir leur propre législation en matière d'intelligence artificielle. Et c'est là qu'on voit que la Convention de Berne elle peut être utile, parce que c'est là où ça va être complètement absurde. C'est-à-dire que si on imagine qu'il y a un pays qui décide de dire, oh, bah moi, c'est open bar et c'est free, tous les fournisseurs d'intelligence artificielle peuvent entraîner gratuitement sur la base de toutes les œuvres du monde le truc, et qu'il y a un autre pays qui dit, ah non, pas du tout, ça, il faut conclure des licences et il faut payer pour faire ça, et il faut obtenir l'autorisation des auteurs. Mais là, vous voyez bien qu'il va y avoir un problème et que ça n'a pas fonctionné. Donc, normalement, la Convention de Berne, elle est là pour protéger ça. Et elle protège ça avec deux principes fondamentaux. Premier principe, enfin, plein de principes fondamentaux, mais retenez-en deux pour vous. Le premier principe fondamental, c'est l'article 5.2 qui dit qu'il ne peut pas y avoir de formalité. C'est un principe fondamental. À partir du moment où on est dans la Convention de Berne, on n'a pas à exercer une quelconque formalité pour exercer son droit exclusif. Il faut bien que vous compreniez une petite différence, hein. La Convention de Berne, elle n'est pas là pour dire copyright, droit d'auteur. Elle n'est pas là pour tordre le bras aux pays membres. Par exemple, les États-Unis, ils ont fait le choix de dire que en matière audiovisuelle, les droits d'auteur naissaient, les droits de copyright naissaient sur la tête du producteur qui finance. C'est pas le cas, par exemple, en France. Et dans plein d'autres pays, c'est la distinction droit d'auteur. Mais peu importe. La Convention de Berne, elle laisse la liberté au pays de choisir sur qui naît le droit. Est-ce que c'est un droit qui naît parce que j'ai mis de l'argent ou est-ce que c'est un droit qui naît sur le créateur parce que j'ai mis? Donc ça, la Convention de Berne, elle s'occupe pas de ça, mais elle dit, moi, ce que je vois juste, c'est qu'à partir du moment où vous avez reconnu un droit, par exemple, au producteur, droit natif au producteur dans les pays de copyright en matière audiovisuelle ou droit natif chez l'auteur dans les pays droit d'auteur comme la France, à partir du moment où vous avez reconnu un copyright, la personne qui est titulaire de ce droit d'auteur, de ce copyright, n'a pas à exercer une quelconque formalité. Donc ça, c'est le premier principe fondamental. Le deuxième principe fondamental, c'est il peut arriver, on accepte à un niveau mondial qu'il y ait des cas dans lesquels on va faire échapper aux auteurs leur droit exclusif de s'opposer à l'utilisation de leur œuvre. Le cas le plus fréquent qui est quasiment universellement reconnu dans le monde, c'est ce qu'on appelle la copie privée. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller mettre un policier dans le salon de chaque citoyen du monde pour vérifier s'il fait une copie du film qui est en train d'être passé. Et donc, on a dit, bon, bah là, clairement, ça devient ingérable pour les titulaires de droits de gérer leurs droits exclusifs. Donc, on part du principe que n'importe quel citoyen dans le monde a le droit à faire une copie pour son usage privé. Ça échappe du coup aux droits exclusifs
de l'auteur de s'opposer à ce qu'on fasse une copie privée, mais en contrepartie, on doit prévoir une compensation équitable parce que on a exproprié pour des raisons de liberté fondamentale, on a exproprié les auteurs de leur droit de dire non, donc on leur reconnaît un droit à une compensation équitable. Vous avez la même chose dans le livre avec la reprographie, par exemple, c'est-à-dire que à partir du moment où moi j'ai ma carte dans une bibliothèque et que je vais dans la bibliothèque, elle me met à disposition un photocopieur parce qu'il y a peut-être un passage d'un livre que je vais vouloir copier pour moi, pour m'en souvenir, pour mes recherches. Et dans ces cas-là, eh ben, on vous empêche de dire non, on empêche l'éditeur de mettre un papier qui interdit de faire la copie. La copie, elle est possible. On vous a exproprié de votre droit de dire non pour cette raison-là dans les bibliothèques, mais en contrepartie, vous avez le droit à une compensation équitable qui va être réglée par la SOFIA. Voilà, par exemple. Donc, ce que dit la Convention de Berne, elle dit c'est pas interdit de mettre en place des exceptions dans le monde, mais il faut que ça soit dans des cas extrêmement spécifiques, voilà, comme celui que je viens de vous dire, la reprographie, comme ça, dans une bibliothèque, la copie privée en matière audiovisuelle ou sonore quand vous écoutez une musique. Elle doit pas compromettre l'exploitation normale de l'œuvre, voilà, et elle doit pas causer de préjudice injustifié aux intérêts des créateurs. La manière dont les États règlent cette question-là, sur la question de ne pas causer de préjudice injustifié, c'est pour ça qu'il y a une compensation équitable. C'est-à-dire, ils disent, OK, on reconnaît qu'il y a un préjudice, on estime qu'il n'est pas injustifié au regard de ce pourquoi on fait échapper le droit exclusif, mais évidemment, on reconnaît qu'il y a un préjudice et on prévoit la possibilité qu'il y ait une compensation par rapport à ça. Donc ces principes-là, là, le no formality, pas de formalité, ce qu'on appelle le triple test en matière de Convention de Berne, ça s'applique à tous les pays, y compris l'Union européenne, y compris les États-Unis. Et donc, vous voyez bien que le problème, c'est que l'Union européenne, elle a instauré une exception à laquelle les auteurs peuvent s'opposer pour faire valoir leurs droits exclusifs. Et ça veut donc dire que l'Union européenne, elle a introduit un principe qui déroge à l'article 5.2 de la Convention de Berne, puisqu'en fait, ils disent il faut faire une formalité. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système européen et le système français qui a copié le système européen, évidemment, parce qu'il est obligé de le faire, ont introduit le principe d'une formalité obligatoire pour que les auteurs fassent valoir leurs droits. Et ça, c'est interdit par la Convention de Berne. C'est tellement interdit qu'en 2016, la Cour de justice de l'Union européenne, elle avait déjà dit que des systèmes d'opt-out dans l'Union européenne étaient illégaux au regard de l'article 5.2 de la Convention de Berne. Souvenez-vous, c'était la France qui, à l'époque, avait considéré que tous les livres qui n'étaient plus publiés, tous les livres d'avant les années 2000 qui n'étaient plus publiés, eh bien, le gouvernement français avait dit, ah, ben, on va faire un truc système, un truc super, parce que c'est quand même terrible pour la culture que tous ces livres d'avant les années 2000 ne puissent plus rencontrer un public, et on va permettre la numérisation de ces livres-là et leur exploitation numérique, parce que voilà, c'est plus publié, visiblement, ça intéresse plus personne, il n'y a plus aucun éditeur qui veut exploiter ça. Mais nous, on estime que ces livres-là doivent rencontrer un public, et donc on va les numériser et on va permettre à des éditeurs d'exploiter numériquement ces livres un peu orphelins, qui sont plus exploités, qui sont toujours sous copyright, qui sont toujours protégés. Mais voilà, on va faire ça, mais on est quand même vachement sympa, nous, le gouvernement français. On va permettre aux auteurs de s'opposer s'ils le souhaitent. C'est-à-dire, voilà, si vous avez eu des livres, des illustrations qui ont été publiées, je sais pas moi, dans les années 80, et puis qu'elles sont plus publiées, parce qu'il y a un éditeur qui l'a plus fait, et que ça dort dans un placard, vous voyez que le gouvernement français a numérisé vos œuvres, vos histoires des années 80, et ben, vous aurez la possibilité de vous y opposer. Vous imaginez la machine à gaz que c'était, et là, la Cour de justice de l'Union européenne, elle est venue retoquer la France en disant, ça marche pas ça, parce que l'article 5.2 de la Convention de Berne,
tu es en train de créer une formalité pour qu'un auteur fasse valoir son droit exclusif. C'est interdit ça. Et donc, c'est sanctionné. Et bien, malgré ça, donc on est en 2016, malgré ça, en 2019, l'Union européenne a mis en place une exception avec une formalité de manière complètement contradictoire avec la Convention de Berne. En fait, les politiques ont sacrifié les auteurs sur l'autel de la tech. Et c'est pas une confusion, hein. C'est-à-dire que on peut pas venir dire qu'ils savaient pas les politiques, parce que encore une fois, en 2016, la Cour de justice de l'Union européenne avait dit vous pouvez pas mettre en place d'opt-out, c'est interdit par la Convention. Bah, malgré ça, rien à foutre, ils ont mis en place ce système d'exception text and data mining, fouille de texte et de données en disant il faut que vous fassiez un opt-out, dont personne ne sait comment est-ce qu'il faut le faire aujourd'hui, circuler, il n'y a rien à voir parce que c'est hyper important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'époque, ChatGPT était même pas encore né, hein. On pouvait même pas imaginer à quel point l'IA s'appuierait de manière significative comme ça sur des œuvres pour son apprentissage de langage. Et cette exception, elle a été introduite dans un trilogue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact. Normalement, quand on fait une nouvelle loi, il faut faire des études d'impact. Là, il n'y a eu aucune étude d'impact. C'est un truc qui a été introduit par des industriels en fin de discussion, quand ils étaient à bout, le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, ils étaient à bout de leur exercice. Ils se sont réunis en trilogue clos, pas de débat public, et ils ont arbitré des trucs comme ça, en disant, oh, allez, on va faire, c'est pour la recherche, évidemment. À leur décharge, ils ne savaient pas à l'époque que ChatGPT allait arriver juste après. Ça, ils ne le savaient pas. Je mets pas de théorie du complot ou quoi que ce soit sur ce truc-là. Je pense qu'ils sont de bonne foi dans le fait qu'ils pensaient que cette exception de TDM, c'était pour de la recherche fondamentale. Ils avaient aucune idée que ça pourrait devenir ChatGPT, Studio Ghibli, enfin les scandales qu'on a pu voir. Mais ils avaient la possibilité de se rattraper depuis. Euh, et en fait, ils ne se sont pas rattrapés. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement contents de voir qu'ils avaient une disposition qui pouvait tordre le bras des auteurs et permettre à des entreprises de tech de se développer en Europe, qu'ils se sont bien gardés d'essayer de remettre en cause cette exception qui avait été introduite à un moment où ChatGPT n'existait pas. Ils se sont bien gardés de le faire et aujourd'hui, il ne cesse depuis 2019. On a eu un règlement qui s'appelle l'IA Act l'année dernière. Là, on vient d'avoir un code des bonnes pratiques qui vient d'être publié en juillet après 9 mois de non-négociation et de non-concertation avec les organisations d'auteurs. Et ils n'ont rien fait. Ce qu'il faut que vous compreniez maintenant, c'est que de mon point de vue, la question de l'opt-out, ça vous en avez peut-être déjà entendu, parce que c'est quand même compliqué de ne pas avoir entendu cette histoire d'opt-out, de comment est-ce que je m'oppose. Je pense que pour moi, c'est un peu de l'ordre du rideau de fumée, avec une nuance quand même. Je vous explique. Les systèmes d'IA aujourd'hui, ils sont majoritairement entraînés sur des contenus qui sont illégaux. On le sait, hein. Par exemple, il y a des déclarations qui ont été faites que Meta avait entraîné son système d'intelligence artificielle sur une base de données pirate qui s'appelle Books3 pour les livres, qui regroupe 500 000 bouquins. D'ailleurs, vous avez peut-être vu un site Atlantico qui vous permettait d'avoir un moteur de recherche. Et je suis sûr que s'il y a des chartistes parmi vous qui se sont amusés à aller taper sur le moteur de recherche mis en place par Atlantico pour savoir si votre livre figurait dans la base Books 3 qui a permis de faire l'apprentissage de l'intelligence artificielle de Meta, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont retrouvé leur livre. Donc ça, c'est-à-dire que c'est un livre qui a été piraté. Et dans le côté audiovisuel, c'est Open Subtitles. Open Subtitles, je ne sais pas pour ceux qui ont des ados ou qui téléchargent illégalement des films, mais quand vous téléchargez illégalement un film en peer-to-peer, vous vous retrouvez souvent avec une version américaine ou une version suédoise, un truc qui vous va pas, et il y a une communauté d'internautes dans le monde qui rédige les sous-titres et les upload en fichier. Donc vous téléchargez illégalement le film et après vous allez télécharger illégalement le fichier de sous-titres que vous allez matcher là-dessus et qui va vous permettre de regarder sans pour se délier un film par rapport à ça. Donc voilà, donc ça c'est deux bases de données. On sait aujourd'hui
Il y a même des développeurs tech aux États-Unis qui disent que il n'est pas possible aujourd'hui de développer un modèle de langage d'intelligence artificielle sans partir de ces deux bases-là. Voilà, ça c'est des choses, c'est écrit, on l'a dans la presse. Or, pourquoi je vous dis que c'est peut-être un peu un écran de fumée? Parce que selon le droit de l'Union européenne, l'exception de text and data mining, pour s'appliquer, il faut que l'accès au contenu il ait été rendu licite. C'est-à-dire, on peut pas. C'est-à-dire que l'idée de l'exception, c'est de dire, OK, on a licitement eu accès à une œuvre et on l'a reproduit en vue de text and data mining pour faire son entraînement en intelligence artificielle. Sauf que là, la question de la légalité de l'accès à l'œuvre, il n'est pas du tout là-dedans. Il faut que le contenu il soit accessible à tous sans avoir à contourner une mesure de protection technique. Je vous ai mis deux petites images que vous voyez peut-être. Là, c'est Amazon Kindle. Là, c'est pour vous donner une idée de ce que c'est qu'une protection technique. Là, pour les écrivains, je parle. Pas les illustrateurs, vous allez voir, j'y viens tout de suite après pour les illustrateurs, c'est un petit peu différent. Mais pour les écrivains, visiblement, sauf à ce que vous me disiez le contraire, et ça c'est votre droit le plus absolu, mais je ne connais pas d'auteur de texte qui, sur son site internet, met gratuitement à disposition l'intégralité de son roman jeunesse ou de ses créations littéraires en disant ah bah je le mets pour les internautes qui passent pas là et qui ont envie de lire. A priori, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne connais pas non plus un éditeur qui fait la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on veut accéder au contenu écrit d'un texte? Bah, il faut aller sur Amazon Kindle, Kobo ou d'autres comme ça. Et puis, bah, vous voyez bien, hein, là, je vous ai mis connexion. Il faut un login, un mot de passe et puis une carte bleue. Bon, voilà. Et donc ça, si vous contournez ça, vous n'êtes pas dans un accès licite à l'œuvre, vous êtes dans un accès illégal. C'est de la contrefaçon. La situation, elle est un petit peu différente pour les illustrateurs et les journalistes notamment, parce que là, vous voyez par exemple Bayard Jeunesse, là je vous ai fait une capture d'écran, bon bah l'illustrateur de ce petit lapin ou du J'aime lire rentrer zinzin en CM1, bon bah là l'illustrateur, c'est l'internaute qui va sur le site de Bayard, ne contourne aucune mesure de protection technique et a bien accès au petit lapin ou un truc comme ça. Donc son accès, il est licite par rapport à ça. Alors ça donne lieu aujourd'hui à tout un débat complètement technique et pour moi relativement hors sol. C'est qu'aujourd'hui l'Union européenne considère que pour exercer l'opt-out, la seule solution, c'est d'utiliser les protocoles robot.txt. Je vous explique en fait. Si vous êtes un fournisseur d'intelligence artificielle, vous allez avoir un petit programme logiciel qui va aller scraper, on appelle ça, c'est-à-dire il va aller toquer à la porte de tous les sites web dans le monde. C'est le protocole robot.txt. Donc vous avez un petit robot, un petit algorithme qui vient frapper à la porte de tous les sites et puis qui dit, ah, oh super, regardez le petit lapin sur Poppy là, hop, je l'enregistre. Bon. Donc là, aujourd'hui, la seule solution que l'Union européenne propose avec son Code of Practice, son Code des bonnes pratiques, c'est de dire, eh bien, quand le petit robot .txt va aller frapper au site Internet, si le site Internet a configuré son site pour dire non, n'entrez pas le petit lapin de Poppy de ce numéro-là, il n'est pas possible de le copier, le protocole robot.txt doit dire ah ok, pas grave, je vais à l'autre porte. Voilà. Donc voilà aujourd'hui le seul moyen qui est proposé pour, dans le cas des accès licites, venir s'opposer concrètement à la reproduction de son œuvre. Voilà. Donc, pour résumer cette slide-là, les auteurs textes, pour moi, sont pas tellement concernés par la question de l'opt-out parce que dans les faits, ce qu'on voit, c'est que c'est de la pure contrefaçon sur des bases de données pirates. Ce sont des accès illicites et donc c'est pas la question de l'exception de TDM. On oublie. On est dans de la contrefaçon pure là. En fait, on n'est plus sur des questions de mécanisme de droit. On est sur de la pure contrefaçon et il faut aller devant le juge. Et puis la question des illustrateurs, des journalistes, où là, effectivement, se pose la question de, voilà, mon illustration, il y a un moment, mon affiche, ma couverture de livre, là, pour le coup, il faut bien qu'elle soit accessible parce qu'elle participe de la promotion de l'œuvre.
Et donc là, comment est-ce que je fais pour m'y opposer? Donc là, oui, d'accord, il y a un sujet sur la question de l'opt-out par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche pas? Mais là, vous allez voir, on a quand même une news absolument incroyable d'hier. Les écrivains américains, ils agissent, les tribunaux, ils commencent à répondre. En Europe, on a la GEMA pour les créateurs de musique au niveau de l'Allemagne. On a certaines organisations du livre en France, comme le SNE et la SGDL et le SNAC, qui ont commencé à agir. Et la news incroyable, c'est qu'hier, on a un juge californien qui vient d'approuver un règlement de 1,5 milliard de dollars. C'est une class action, une action collective qui a été lancée par trois auteurs de romans aux États-Unis. Le premier s'appelle Barthes, c'est pour ça que la décision s'appelle Barthes. Malheureusement, pour les deux autres, il n'y a pas de droit à la paternité qui est reconnu pour les auteurs en matière de citation de décision de justice. On retiendra le fait, donc le premier Barthes contre Anthropic, qui était un système d'intelligence artificielle, une entreprise qui développait un système qui s'appelle Claude. Euh, Ils ont mis en place une action collective qui fait qu'aujourd'hui, un juge en juin a dit à Anthropic, non mais en fait, vous pouvez pas dire que c'est un fair use, vous pouvez pas dire que ça rentre dans une exception, parce qu'aux États-Unis, ce qu'on appelle exception, ils appellent ça fair use. Le juge a dit, mais vous pouvez pas faire rentrer dans une exception un entraînement d'intelligence artificielle fondé sur Book 3, 500 000 livres piratés, en dehors de tout truc, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Vous êtes dans une situation de contrefacteur, il va falloir payer. C'est cette décision du juge qui a conduit Anthropic à poser sur la table un accord à 1,5 milliard lions de dollars. Ça représente à peu près 3 000 dollars par livre. Et en fait, donc l'idée de cette décision-là, c'est que auteurs et éditeurs qui veulent profiter de l'accord vont se tourner vers des organismes agréés par le juge, donc la Authors Guild pour les auteurs aux États-Unis. Et donc, si vous êtes auteur aux États-Unis, vous allez avoir deux possibilités pour vous. Soit c'est de vous dire que 3 000 dollars, bah, c'est bien, parce que je dis n'importe quoi, ce qui vous a été copié, c'était effectivement peut-être un petit roman qui n'avait pas eu un succès extraordinaire, vous en aviez vendu 500 exemplaires, il s'est retrouvé dans la base de données, au final vous pouvez récupérer 3 000 dollars, vous vous dites c'est pas si mal que ça, donc vous allez vouloir accepter. Ou alors vous allez dire non mais 3 000 dollars jamais, je suis J.K. Rowling, mais jamais pour 3 000 dollars je vais accepter ça. Donc vous allez avoir la possibilité de dire soit je prends l'accord, soit je ne le prends pas et je vais poursuivre moi-même, Anthropic. En plus, maintenant, j'ai une décision de justice qui dit qu'ils sont morts et je vais aller négocier moi-même avec mes avocats la compensation. Ce qu'il faut bien que vous reteniez, c'est que ces 3 000 dollars, ces 3 000 dollars, c'est pas une indemnité de licence. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas un prix de licence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'auteur américain, c'est pas parce que vos confrères américains, consoeurs américaines vont prendre 3 000 dollars que ça donne à Anthropic la possibilité de poursuivre l'exploitation de son modèle d'intelligence artificielle sur la base de votre livre. S'ils veulent le faire, ça, il va falloir qu'ils rentrent dans un accord de licence. Et donc la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on organise tout ça? Est-ce que c'est la Outsource Guild? Est-ce que c'est un organisme de gestion collective qu'on met en place ou pas? Et surtout, vous avez la possibilité, le juge l'a très clairement dit, de vous opposer clairement. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils réapprennent leur modèle de langage et l'entraîner sur des données qui sont valables, parce que sinon, ils prennent le risque de se reprendre systématiquement des procès par rapport à ça. Donc cette décision-là, elle est historique. Je pense que c'est le plus gros accord transactionnel qui ait jamais existé dans le monde en matière de droit d'auteur. Et certains le perçoivent comme étant un premier pas vers une norme mondiale en matière de rémunération. Ce que je veux vous dire, c'est que la loi, elle vous protégera que si vous l'activez. Ça, c'est un point qui est vraiment hyper important à comprendre. C'est-à-dire que, et c'est la même chose, vous avez exactement la même chose avec vos contrats d'édition. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous aurez des éditeurs qui ne respecteront pas un certain nombre de points de droit. La question, c'est qu'en fait, c'est pas la question de savoir si vous avez le droit avec vous ou pas. Vous l'avez le droit. La plupart du temps, quand je vois les dossiers arriver
en conseil charte, c'est des cas dans lesquels c'est très clair que l'éditeur est en violation de dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Mais la question, c'est que, bah, encore une fois, le seul moyen dans un pays démocratique dans lequel on est de faire valoir ses droits, c'est pas de se faire justice à soi-même et d'envoyer une bande de mafieux pour casser la figure de l'éditeur, c'est de saisir les tribunaux. Et c'est ça, en fait, l'énorme problématique. L'énorme problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est la disproportion de moyens entre Anthropic, Meta, tout ça, qui ont des avocats et des armées d'avocats pour les défendre par rapport à ça, et des auteurs qui prient individuellement, et évidemment, vont pas aller mettre 50 ou 100 000 euros de frais d'avocat pour aller s'emplafonner Meta ou OpenAI par rapport à ça. Mais malheureusement, en même temps, si euh, la loi n'est pas activée en allant devant les tribunaux, elle restera lettre morte. D'autant plus qu'on l'a vu, il y a une faillite politique et juridique de la part du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif qui clairement sont pas du côté des auteurs aujourd'hui. Donc en fait, la bataille, elle fait que commencer. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que fort de tout ça, fort de tout ce que je vous ai dit, le code des pratiques, le code des bonnes pratiques qui a été publié en juillet, là, en fait, il a fait un truc qui est absolument terrifiant. C'est-à-dire que on a, nous, au niveau européen, on a expliqué aux rédacteurs du code des bonnes pratiques que tout l'édifice sur lequel ils étaient en train de rédiger un code des bonnes pratiques était vicié parce que contraire à l'article 5 de la Convention de Berne. Et ils nous ont entendus par rapport à ça. Et ils ont introduit un paragraphe, mais lunaire, dans le Code des bonnes pratiques, qui dit, attention, c'est pas parce que vous allez respecter le code de technocrate des bonnes pratiques qu'on vient de pondre que vous respectez le droit de l'Union européenne. Le seul qui est capable de dire si vous respectez, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a un code des bonnes pratiques qui était censé venir mettre de la lumière et de la clarté à la fois pour les fournisseurs d'intelligence artificielle qui voudraient faire les choses dans les règles et à la fois pour les auteurs. Et ce code des bonnes pratiques dit, voilà, là, on vous explique tout un tas de trucs qu'il faut respecter, mais attention, hein, c'est pas parce que vous le respectez que vous respectez le droit d'auteur. Pourquoi ils ont introduit cette disposition-là? Tout simplement parce qu'ils savent que tout leur édifice repose sur du vent. Et ils le savent tellement que la Commission européenne, ce mois de juillet, a commencé à exprimer son souhait de réexaminer potentiellement la directive 2019 sur le droit d'auteur, la fameuse, vous en avez peut-être entendu parler, c'est celle qui est venue apporter pour vous le principe d'une rémunération appropriée en plus que proportionnelle, hein, c'est-à-dire que 0,5% du prix public hors taxe, c'est proportionnel. Est-ce que c'est approprié? Eh bien, c'est la directive de 2019 qui vous a donné cet outil qui aujourd'hui est à votre disposition. Et n'hésitez pas à saisir les tribunaux par rapport à ça parce que vous avez un outil très fort maintenant pour venir dire 0,5%, c'est proportionnel, ce n'est pas approprié. Et ben, cette directive de 2019, ils ont dit, qui a introduit ça, ils ont dit, écoutez, on va pas réouvrir toute la directive parce que ça a déjà tellement été un psychodrame pour arriver à l'adopter. Mais c'est vrai que sur l'exception de text and data mining, on est d'accord qu'il y a des petits sujets à voir par rapport à ça. Et donc, peut-être qu'il faudrait juste réouvrir la discussion sur l'article 4 qui concerne l'exception de text and data mining en matière d'intelligence artificielle. Et là, quand je dis que la bataille ne fait que commencer, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez tous conscients de ça, pour que collectivement vous puissiez vous organiser. Mais il faut d'abord bâtir la conscience collective et votre conscience individuelle sur ces sujets-là pour savoir ce qui va vous arriver. C'est que ils n'ont pas 36 solutions. L'article 5 de la Convention de Berne, je vous ai expliqué, interdit toute formalité. Donc la seule solution possible, il n'y a que deux modèles qui peuvent s'ouvrir pour les auteurs dans les années qui viennent. Le premier modèle, c'est le principe d'une exception obligatoire avec un système de compensation équitable, comme en matière de copie privée, comme en matière de reprographie avec la SOFIA. Ça, c'est le premier modèle. Et il n'y a pas de possibilité de formalité parce que les formalités sont interdites. Donc c'est une exception, elle est obligatoire, elle dépossède, c'est une expropriation de mon droit d'interdire. Et en contrepartie, je récupère une compensation équitable. Ça, c'est le premier modèle. Et vous allez avoir des fournisseurs de tech qui vont vouloir aller là-dessus, qui vont vouloir dire, OK, bon, on a compris, maintenant il va falloir payer, mais
On veut surtout pas qu'on ait des auteurs qui viennent nous casser les bonbons en nous expliquant oui, mais moi je veux pas que mon œuvre elle soit dans le répertoire, et si, et machin, etc. et tout. Non, on veut pas de ça. Nous, on veut payer un truc et circuler, il n'y a rien à voir, c'est le progrès, l'intelligence artificielle. Arrêtez avec vos considérations du XVIIIe siècle. Donc on va avoir un mouvement qui va pousser dans ce sens-là. Et puis l'autre mouvement, bah, c'est non, c'est la reconnaissance du droit exclusif. C'est-à-dire mon droit exclusif, c'est celui de dire est-ce que je choisis ou non d'accepter que mon œuvre soit utilisée par une intelligence artificielle. Si je dis oui, bah à ce moment-là, je peux confier à la SOFIA, la DAGP, je ne sais pas qui, je peux éventuellement confier mon droit pour qu'il négocie au mieux mes intérêts, parce que ça va être compliqué pour moi tout seul face à OpenAI ou Anthropic de négocier. Donc, si sur le principe, je suis OK pour troquer mon droit de dire non contre un droit à avoir une rémunération, eh ben, je le fais. Et là, j'ai envie de dire, je choisis le meilleur organisme de gestion collectif qui me semble pour pouvoir le faire. Ou alors non, hors de question, je ne confie pas à un organisme de gestion collectif mon droit parce que je le garde pour moi, parce que jamais, au grand jamais, je n'accepterai la moindre compensation par rapport à ça. Et c'est là que vous voyez que la Convention de Berne, elle va être un outil absolument indispensable pour vous, parce que dans cette bataille qui s'annonce sur la question d'une possible exception, va se poser la question de la compensation équitable. Et c'est là qu'on a la deuxième étage, donc le triple test dont je vous ai parlé, qui va être absolument essentiel. Parce que la question là qu'on est en train de dire, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'un adolescent qui est en train de télécharger sur son disque dur un fichier MP4. On n'est pas en train de parler d'une bibliothèque qui permet de faire des copies de certaines pages de ses livres à des utilisateurs. Ça, c'est des cas qui existent sur lesquels on estime qu'il y a effectivement un préjudice du fait qu'on permet à des utilisateurs de faire des copies de vos livres dans des bibliothèques ou qu'on permet à des adolescents ou des ménagères d'enregistrer la dernière série TF1 sur son disque dur free. OK. Euh, c'est un préjudice qu'on arrive à peu près à comprendre, à délimiter, à encadrer. On est capable de faire une corrélation, c'est toujours très nébuleux, mais on sait que c'est ça le préjudice qu'on est en train de couvrir. Moi, la question que je pose, c'est qu'il me semble, vraiment ma position personnelle, il me semble strictement impossible d'imaginer qu'une compensation équitable puisse venir compenser le préjudice subi par les auteurs du fait de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parce qu'encore une fois, on est en train de parler de quelque chose où effectivement on a reproduit sans votre consentement votre œuvre. Ça, à la limite, c'est un préjudice qui pourrait s'apparenter à de la copie privée sur laquelle on pourrait éventuellement réfléchir à des barèmes. Mais on sait tous que c'est pas uniquement reproduire une œuvre, c'est reproduire une œuvre pour permettre de créer potentiellement des œuvres concurrentes. Et donc là, on n'est plus uniquement en train de parler de votre œuvre, on est en train de parler de votre savoir-faire et de votre gagne-pain et de votre carrière et de votre capacité à vivre de votre métier. Et ça, bon courage pour arriver à déterminer une compensation équitable à ce préjudice-là. Et je ne sais même pas si on a encore aujourd'hui vu l'étendue de tous les préjudices qu'il pouvait y alors avoir. Et je pense que ça va pousser dans cette direction-là. Donc c'est pour ça que si je devais, et je vais terminer là pour qu'on puisse passer après à des questions si vous voulez, l'essentiel à retenir pour moi pour la charte, pour les chartistes, que vous soyez à titre individuel ou que vous ayez envie de vous engager collectivement au sein de la charte d'une manière ou d'une autre sur ces questions-là. Retenez que la Convention de Berne, c'est pour moi l'outil juridique et politique qui est le plus puissant aujourd'hui. Elle met en lumière le naufrage, pour moi, politique de la trajectoire qui est prise par l'Union européenne et la France, avec ce que je vous ai expliqué sur même l'Union européenne se met à nous faire des codes de pratique qui nous dit oh, c'est pas parce qu'on fait un code de pratique que ça respecte le droit. Vous imaginez le degré de panique générale dans lequel se retrouvent nos politiques là-dessus, et c'est bien légitime parce qu'en fait, ils vous ont sacrifié sur l'autel de la tech en contradiction avec des engagements internationaux qui sont pris au niveau de la Convention de Berne. Donc c'est normal qu'ils soient en panique par rapport à ça. Ils comprennent aujourd'hui que toutes les bases juridiques sur lesquelles ils s'appuient reposent sur des sables mouvants qui ne tiennent pas la route. Et donc, pour moi,
la Convention de Berne, c'est ce qui va vous permettre de garder de monitorer, enfin pas monitorer, mais de garder un œil sur ce qui se fait dans les autres pays dans le monde. Parce qu'encore une fois, la question, c'est que ça sert à rien de mettre en place des législations dans des pays si c'est pour avoir des législations qui disent exactement le contraire dans un autre pays. L'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir un pays qui dit, bon, bah, ici, il faut obtenir l'accord et signer une licence, et puis avoir un autre pays qui dit, ah, bah, alors là, ici, il n'y a pas besoin de signer un accord et pas signer une licence. Parce que alors là, du coup, la question qui se pose, c'est pas comment est-ce qu'on fait par rapport une intelligence artificielle qui a été entraînée dans un pays dans lequel c'est open bar, et puis une intelligence artificielle qui a été entraînée dans un pays dans lequel c'est pas open bar. Donc là, on voit bien les questions qui vont se poser par rapport à ça, et c'est là où la Convention de Berne, avec son principe de réciprocité, elle est absolument essentielle pour vous faire une protection. Et elle est aussi essentielle parce que c'est elle qui va vous garantir, à travers le triple test, de ne pas vous laisser tordre le bras si vous voyez pointer une volonté politique de dire non, mais en fait, on va vous mettre en place une compensation équitable type droit de reprographie ou type copie privée. Voilà, ça, la Convention de Berne, elle est là pour vous donner des outils et pour dire aux politiques qui vont vous dire ça, non, mais attendez, 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 là, on n'est pas du tout en train de parler du même préjudice. Expliquez-moi, essayez de commencer à me donner le début du commencement de comment est-ce qu'en pratique, on va chiffrer le préjudice et on va mettre en place des barèmes de compensation. Donc voilà, donc la Convention de Berne, elle sera là pour vous aider, parce que ça sera elle qui pourra venir dire votre système ne fonctionne pas, ou alors, si jamais on tord vraiment le bras des auteurs et qu'on leur impose une exception, pour venir dire après, non mais attendez, là, le barème de rémunération, j'ai récupéré 2,50 € de la SOFIA cette année par rapport à ça. Enfin, vous ne pouvez pas me dire que ça compense le préjudice par rapport aux 7 ou 8 œuvres qui servent à générer des nouvelles œuvres par rapport à ça. Ça fonctionne pas. Voilà. Et retenez un autre point, c'est que le fantasme de l'idée qu'il puisse y avoir une législation qui vienne réparer le préjudice causé par le passé, ça n'existe pas. Ça ne sera que dans les tribunaux que ça pourra se faire. Voilà, il est 12h45. Je pense que j'ai tenu mon temps. J'espère que ça vous avoir donné plein d'informations. Et puis, je suis ouvert maintenant pour les discussions et pour l'échange avec vous. Merci Denis. Alors, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout le monde est complètement sous choc? Les réactions, hein, les questions, on pourrait peut-être vous les poser plus tard, et nous les poser plus tard. Mais là, vous avez des réactions déjà sur cette présentation et le réel juridique actuel, et politique d'ailleurs. Bon, je crois que ça a bien assommé. Ah, c'était pas le but. Le but n'était pas d'assommer. Le but était de réveiller. Le but est de A réveiller. Non, priori, quand même, les propos étaient clairs. D'accord. non, mais le but, c'est surtout, je me permets, parce que vraiment, c'est quelque chose que je vois chez certains auteurs, c'est le défaitisme. C'est l'idée de dire, tout est perdu. La bataille a déjà eu lieu, il n'y a rien à faire, c'est le progrès. On ne peut pas lutter contre le progrès. C'est pas vrai. Mais tout ça, c'est de l'argument foutaise. On le voit très bien avec la décision anthropique. Aux États-Unis, ce qui va se passer désormais, c'est que si vous êtes un développeur d'intelligence artificielle et que vous n'avez pas les reins solides, comme là, Anthropique, pour pouvoir supporter 1,5 milliard d'euros de dommages et intérêts par rapport à ça, vous allez faire faillite et vous allez couler. On est en train de parler d'ouvrir un modèle dans lequel, de toute façon, il va falloir payer. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut juste payer ou est-ce qu'il faut payer en ayant demandé l'accord? C'est ça, en fait, l'enjeu fondamental qui va se poser pour les auteurs. C'est est-ce que on vous demande encore votre avis pour dire oui, je suis d'accord pour être payé ou non, je suis jamais de la vie je serai payé parce que je veux pas de ça, ou est-ce que on vous tord le bras et on vous paye? Voilà ce que je vois dans l'avenir qui va se passer. Et ce combat-là, il n'a pas encore été mené et il risque d'être féroce
je pense, au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau national, hein. C'est-à-dire que moi, je le vois très clairement. Côté audiovisuel en France, actuellement, le CNC, là, qui organise un colloque dans les semaines qui viennent sur l'intelligence artificielle, j'ai vu les thématiques du colloque, c'est comment assurer une compensation pour les auteurs dans le monde de l'intelligence artificielle. Les questions sont extrêmement orientées et je sens bien que derrière, il y a des intérêts qui préparent l'opinion des auteurs à dire, bon, bah, vous avez vu, on a fait un beau colloque pour savoir comment est-ce qu'on fait pour obtenir une compensation par rapport à ça. La question n'est pas du tout de savoir si les scénaristes veulent ou pas faire ça. Là, moi, ce que je sais, c'est au niveau européen chez les scénaristes. Je ne sais pas du tout, côté livre, au niveau européen, là, je ne maîtrise pas du tout. Donc là, je ne peux pas vous éclairer. Mais au niveau scénariste, au niveau européen, il y a des guildes de scénaristes qui essayent de négocier avec des producteurs les conditions dans lesquelles les producteurs euh, utilisent l'intelligence artificielle dans le cadre du développement. On est dans des situations qui deviennent complètement ubuesques, puisqu'on sait qu'on a des scénaristes qui utilisent l'intelligence artificielle pour les assister. On ne sait pas où est le niveau d'assistance, c'est-à-dire est-ce que ce qu'ils envoient, c'est quelque chose sur lequel ils ont fait du feedback avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, ou est-ce que c'est un feedback où en fait fondamentalement le rapport reste de 80% et on va dire qu'il y a 20% d'intelligence artificielle qui leur a permis de brainstormer et d'améliorer leur récit, leur dramaturgie, leur structure, ça on n'en sait rien. Mais on peut parfaitement imaginer aujourd'hui une situation qui est complètement invraisemblable, où vous avez des auteurs qui envoient des éditeurs des manuscrits qui sont générés par intelligence artificielle, et l'éditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le manuscrit qu'il reçoit dans sa machine à intelligence artificielle pour l'évaluer. Et donc, en fait, on va avoir une intelligence artificielle qui génère un script, et une intelligence artificielle qui évalue le script qui est fait. Et vous imaginez le truc qui est dingue, avec le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si, par exemple, pour reprendre les scénarios, c'est des discussions que j'ai avec les Allemands actuellement, si vous avez un éditeur, si vous avez un producteur qui utilise ChatGPT, c'est-à-dire vous lui envoyez votre scénario, il le mouline dans ChatGPT, et on sait que le simple fait de le mouliner dans ChatGPT fait que ChatGPT se réentraîne sur la base de votre scénario. Si en revanche, il le mouline avec un outil qui n'est pas ChatGPT ou qui est un outil qui basé sur ChatGPT mais qui a mis en place des verrous pour pas qu'il réentraîne et qu'il se réapprenne ce qui existe là par rapport à ça, on pourrait imaginer que le dommage est moins grave. C'est-à-dire, OK, j'accepte que mon texte soit évalué, mais pas qu'il soit évalué par un outil qui en plus permet de se réentraîner sur mon texte. Bon, ça c'est des petites nuances. Bon, il y a aujourd'hui des organisations pro dans l'Europe qui se posent la question de savoir est-ce que je conclus des accords ou pas là-dessus? Est-ce que je peux arriver à mettre en place des accords avec les éditeurs pour dire OK, on sait que de toute façon tu vas évaluer nos scripts avec de l'intelligence artificielle, on vient essayer d'encadrer ça. Si on met en place une exception pure et dure qui troque votre droit d'autoriser ou d'interdire contre un droit à rémunération, bah dans ces cas-là, on vient de scier la possibilité pour la charte ou pour une guilde de pouvoir conclure des accords, puisque par définition, la loi leur a dit, tu n'as plus à exercer de droit de dire oui ou de dire non. Donc les questions sont vertigineuses derrière. La question, quand on parle de droit exclusif de l'auteur, c'est pas uniquement votre droit à vous, depuis votre salon, de vous opposer ou pas à ChatGPT, hein, on est bien d'accord. Mais c'est aussi, par exemple, le droit de savoir si est-ce que la charte a le droit ou pas, en notre nom, d'essayer d'aller discuter avec les éditeurs parce que ça commence à bien faire. Il paraît que le CNL maintenant, ils utilisent l'intelligence artificielle pour trier les manuscrits qu'on leur envoie pour des subventions. Enfin voilà, j'en sais rien. Là, je spécule, hein, je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais on pourrait parfaitement imaginer que demain, il y en ait parmi vous qui nous fassent remonter le fait que j'ai appris le CNL, et tout est mouliné maintenant en intelligence artificielle en premier tri. C'est un truc comme ça. Bon, si on a ça qui est sur la table, la question qui se pose, c'est est-ce que la charte, elle est légitime pour aller voir le CNL et dire, un petit sujet sur la façon dont vous triez les projets qui sont posés. Et la question pour qu'elle fasse ça, c'est que la charte, elle le fait parce que vous n'avez pas abdiqué votre droit exclusif. Si vous avez abdiqué votre droit exclusif, la charte, elle ne pourra pas le faire. Elle pourra juste, au mieux, essayer de négocier
pour dire, franchement, la SOFIA, franchement, la DHGP, là, les barèmes de répartition, ils sont pas terribles, hein. Ah, ce sera juste ça, le pouvoir que vous laisserez. Donc, les questions sont vertigineuses. Denis, on a des questions justement dans Ah, le chat. parfait. Je voudrais te les transmettre. Allez. Je vais prendre dans l'ordre si vous voulez bien. J'ai une première question. J'ai un compte Instagram sur lequel je poste des petits textes. J'ai rempli un formulaire pour refuser que l'IA puisse s'entraîner dessus. Est-ce que cela suffit? Non, non, parce que c'est une machine readable, c'est-à-dire que ça doit être. Donc aujourd'hui, il part du principe que ça doit être un procédé lisible par machine, et toute la question juridique qui n'est pas tranchée en Europe, c'est de savoir si le simple fait de marquer avec un langage naturel, avec vos mots à vous, je m'oppose à ça, est-ce que ça c'est un procédé qui est lisible par machine? Vous avez le bon sens qui aurait envie de dire, bah, putain, quand je vois ChatGPT, comment il est capable de comprendre ce que je lui écris naturellement, a priori, il est capable de le comprendre. Et il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est pas un procédé lisible par machine. Le seul procédé lisible par machine, c'est le protocole robot.txt. Donc, en l'état actuel, ce n'est pas suffisant pour exercer votre opt-out. Est-ce qu'on pourrait envisager en France une action similaire à celle qui a donné lieu à la décision contre Anthropic? Oui, très certainement. Alors après, la question sur les actions collectives en France, c'est un cas qui est très très compliqué parce qu'il y en a très très peu, pour le coup, très peu d'avocats qui en font. Moi, j'en fais pas partie, j'ai jamais fait ça. Mais c'est vraiment le principe de l'action collective. A priori, oui. C'est pas inenvisageable, je pense. Mais je mets tout un tas de réserves parce qu'encore une fois, aux États-Unis, il y a une culture de l'action collective qui est très ancrée qu'on n'a absolument pas en France. Donc voilà. Mais sur le principe, c'est quand même reconnu là-dessus. Comprenez bien que aux États-Unis, l'action collective, c'est pas un organisme de gestion collective qui décide d'aller gagner un gros paquet de pognon et puis après avec des règles de répartition là-dessus, hein. C'est pas ça du tout, hein, l'action collective. L'action collective, c'est vraiment euh, la somme des intérêts individuels et c'est bien pour ça que le juge US, là, il avait refusé d'homologuer la transaction il y a un mois. Là, il vient de la revalider parce que le juge US voulait des garanties que chaque auteur aux États-Unis restait libre de dire oui ou non au chèque de 3 000 $ qu'on s'apprêtait à lui faire. L'action, donc action collective en France, très certainement possible. Attention au chemin qu'on prend, parce qu'il peut y avoir un chemin qui consisterait à essayer de tordre le bras des auteurs pour que ça soit un gros montant d'indemnité et qu'après l'auteur, il n'ait plus la possibilité de dire oui ou non si s'il estime que c'est suffisant ou pas suffisant. Et il y a un autre chemin par rapport à ça. Merci Denis. Il y a quand même une question qui revient deux fois, c'est comment on protège absolument et concrètement nos œuvres? Bah, j'ai envie de dire, la chartiste qui nous a posé la question par rapport à Instagram, c'est le minimum à faire. C'est-à-dire, c'est le minimum à faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une bataille juridique sur ces questions-là. La jurisprudence, elle arrive au compte-gouttes de manière éparse. Moi, j'estime que c'est intenable juridiquement de dire que le fait que je m'oppose sur mon site en disant avec un langage naturel, je m'oppose, etc. Pour moi, c'est intenable de dire que c'est pas un procédé qui est lisible par machine. Ça me paraît totalement invraisemblable. Mais en l'occurrence, c'est l'axe de défense. Mais j'ai envie de dire, à tout le moins, pour les illustrateurs concernés, la chartiste qui nous écoute, ça, faites-le quand même, le procédé lisible par machine, et allez regarder quand même ce qu'on appelle le protocole robot.txt, puisqu'aujourd'hui, c'est le seul truc qui est autorisé. Donc ça veut dire, vous allez sur votre site internet WordPress, vous mettez en place un protocole d'exclusion qui fait que chaque fois qu'il y a une machine qui vient frapper à votre porte, vous pouvez le faire. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est les deux trucs minimum à faire par rapport à ça. Pour dans les contrats avec les éditeurs, est-ce qu'il est important d'avoir cette clause contractuelle qui demande à l'éditeur de ne pas utiliser l'IA? Oui, Le texte mentionné l'IA, pardon. je pense que je pense que c'est, alors, je pense que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, parce que j'ai eu le cas pour un client où, en fait, effectivement, j'avais mis une clause comme ça pour mon client. Et en fait, c'est l'éditeur qui a pris peur parce qu'il a cru que je me réservais uniquement le droit moi-même
d'aller alimenter une intelligence artificielle pour le compte de mon auteur. Donc du coup, on s'en est sorti en mettant une clause de neutralisation réciproque, qui était de dire, on est bien d'accord que là, le contrat qu'on est en train de faire, ni moi ni toi, on ira nourrir l'intelligence artificielle sur la base de ce qu'on est en train de faire. Et cette clause-là, elle a été acceptée par l'éditeur. Je pense même que ça l'a soulagé, en fait, fondamentalement. Voilà. Et pour peut-être reconcentrer la question juridique, la part de Mathilde, elle se pose la question. Donc, ce que tu as dit, c'est que l'entraînement de l'IA à partir d'œuvres en Europe ou aux États-Unis est donc bien illégal, mais admise par l'Union européenne. Oui, aujourd'hui, c'est-à-dire que, il y a un flou qui est entretenu, c'est illégal, mais il y a un flou qui est entretenu au niveau de la législation sur cette question d'opt-out. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer pour essayer d'endormir les auteurs dans leur volonté d'aller attaquer en justice. Et le flou qui est entretenu, c'est sur la notion c'est-à-dire que l'opt-out, euh, c'est une espèce d'épouvantail qu'on agite vis-à-vis des auteurs pour leur dire, vous n'avez pas fait l'opt-out il y a 4 ans, tant pis pour vous. Et une manière de dire, ah, tant pis pour vous, allez pas nous embêter et allez pas nous réclamer des dizaines de milliers d'euros par rapport à ça. Sauf que ce que cache derrière cette idée-là, c'est le fait qu'en fait, concrètement, on sait pertinemment que les modèles d'intelligence artificielle ont été entraînés sur des bases de données pirates. Et là, il n'y a pas d'opt-out qui tienne. C'est de la contrefaçon pure. Il faut saisir les tribunaux. C'est la seule solution d'obtenir une indemnité par rapport à ça. Et toute l'hypocrisie du système européen actuellement, il repose là-dessus, sur l'idée de laisser entretenir que le silence des auteurs pourrait valoir acceptation ou renonciation de leur droit à dire non en intelligence artificielle. Ah. Moi, je suis convaincu qu'on aura des décisions de justice qui vont tomber dans les années qui viennent et qui vont sanctionner toute la législation européenne sur la base de la Convention de Berne, comme ce que je vous ai expliqué, comme la France avec ses livres orphelins des années 2000 que je vous ai expliqué tout à l'heure. Une question un peu technique, Denis. Comment on accède à la démarche robot.txt et est-ce que ce protocole fonctionne avec tous les supports de site, y compris Wix, qui a mauvaise presse en la matière, nous demande Valérie. Alors, interroger ChatGPT pour ce genre de truc, il sera formidable. Non, mais sérieusement, je suis incapable de vous répondre. Je suis avocat, je suis pas technicien. Par contre, je sais que ChatGPT, sur ce genre de truc, il va être absolument hyper efficace. Voilà, bonjour, je travaille sur Wix. J'ai entendu parler que il y avait des protocoles .txt qu'on pouvait mettre en place pour s'opposer à ce que certaines des parties de mon site soient reproduites. Est-ce que tu peux me prendre la main et me dire comment je vais le faire? Et là, vous avez ChatGPT qui va dire alors, tu vas dans Fichier, Menu, ensuite le truc, etc., Option 4, etc. Là, tu dois pouvoir cocher ça et vous suivez ce qu'il va vous dire. Je pense, hein. C'est comme ça que je ferais si moi j'étais auteur, en tout cas. Et pour peut-être que tu puisses préciser la question que Marie Caudry a posée sur la question des chiffrages des œuvres, Ouais, est-ce qu'on peut faire confiance aux cryptos, hein, c'est ça, voilà. Est-ce que ça fonctionne en fait? les cryptos. Alors, est-ce que Marie peut peut-être Ouais, parce que là, je vois pas ce que c'est. intervenir pour nous Ouais, dire ce que c'est peut-être, un ouais. cryptos? Marie Caudry, si elle est toujours là. Non? Elle a écrit dans le chat, je veux parler d'une forme d'identification numérique. Euh, Encore une fois, aujourd'hui, je suis incapable de répondre à cette question. Ce que je sais, c'est qu'il y a énormément d'initiatives mondiales actuellement pour essayer de mettre en place des procédés d'identification numérique justement destinés à faire de la traçabilité. Ce qui est absolument malheureux, c'est que la Commission européenne aujourd'hui, le seul protocole qu'ils ont voulu accepter et greenlighter, c'était le protocole robot.txt, qui est vraiment, je vous dis, l'abomination, parce qu'encore une fois, votre petit robot, si vous le programmez pour dire, quand l'autre répond, il y a quelqu'un à la porte, si vous avez mis un message d'absence disant ne surtout pas rentrer, si vous programmez votre robot.txt pour lui dire, quand il te dit de pas rentrer, tu rentres quand même, et voilà, voilà, donc ça, je peux pas vous répondre parce que clairement, il n'y a pas de consensus juridique sur ces questions-là, et c'est la jungle.
Je peux juste compléter en disant que lors d'une table ronde à la DHGP où sont intervenus des start-upers qui justement travaillent avec des scientifiques de la recherche sur ces notions-là, et pour l'instant, non, ça ne fonctionne pas totalement, ça n'est pas totalement fiable. C'était la réponse donnée. Et c'est probablement la raison pour laquelle l'Union européenne a pas voulu greenlighter quelques modèles que ce soit là-dessus, je pense. Marie a ouvert son micro, je crois. Ouais, voilà, mais en fait, il va y avoir une vraie question à ce niveau-là, qui est technologique aussi, qui est comment on fait pour tracer une œuvre. Voilà, et là, il va forcément y avoir des avancées à ce niveau-là. Oui. Et il faut qu'on soit informé et aussi que nous, en tant que chartistes ou auteurs, on voit ce qui se cache aussi derrière. Enfin, c'est assez technique, hein, mais qu'on ait des gens pour nous aider à voir ce qui se cache derrière ces outils. Ouais, complètement. Mais ce que je vous dis, c'est ne soyez pas naïfs par rapport aux mesures de protection technique et à la loi. Parce qu'encore une fois, la loi, si on ne met pas le pognon pour l'activer et la défendre, vous aurez toujours des gens qui en auront rien à faire. Je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est une question de stratégie sur les moyens et où est-ce qu'il faut les mettre. Moi, je suis avocat, hein, donc je suis en conflit d'intérêts en vous disant ça. D'ailleurs, je le nomme et je le dis. Mais je suis absolument persuadé qu'aujourd'hui, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif vous ont abandonné. Le seul pouvoir qui reste comme rempart, c'est le pouvoir judiciaire. Le problème qu'il y a, c'est que pour l'activer, il faut prendre des avocats. Et parce que les moyens de protection technique, regardez, je veux dire, aujourd'hui, on sait que tous les films ont été piratés et servent à Sora par rapport à ça. Et je veux dire, et pourtant, il y avait des moyens de protection technique. Quand vous achetez un DVD dans le commerce aujourd'hui, ils ont des mesures de protection technique dessus. Si vous allez sur Netflix avec votre abonnement Netflix et que vous essayez via OBS d'enregistrer le flux de streaming, vous avez un flux noir. Il y a des mesures de protection technique. Mais il y a toujours un moyen de contourner la mesure de protection technique. Donc la question, c'est face à des pirates, mais qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi, face à des pirates, il n'y a pas de 36 solutions. Soit on leur casse la gueule, mais là on sort du pacte démocratique, soit on joue le jeu démocratique et ben, on saisit la justice en fait. Mais je vois pas d'autre solution et je pense que toute autre solution est un poil naïve par rapport à des personnes qui, voilà, Anthropique, la levée de fonds, là je crois que c'est 115 milliards. Donc oui, bravo. Donc on peut se dire, oh, 1,5 milliard d'euros, c'est énorme. Oui, c'est énorme en chiffres, mais ils sont en train de faire une levée de fonds à, je sais plus, je vous dis peut-être des conneries, hein, c'est peut-être 45 milliards, enfin bref, enfin, je veux dire, ils font une levée de fonds qui est abyssale par rapport à ce que va leur coûter les 1,5 milliard millions. Et ces 1,5 milliard, ils les payent uniquement parce que vous avez trois auteurs aux États-Unis qui ont décidé d'aller en justice et de payer les avocats pour le faire. Alors, pour peut-être rassurer les unes et les autres, vous dire que la charte réfléchit aussi à comment se mobiliser financièrement pour pouvoir être enfin, force de frappe dans cette démarche judiciaire. Et donc, voilà, c'est en réflexion actuellement au conseil d'administration pour mettre en place un fonds dédié à ce genre de problématiques. Ce qu'on a déjà pour d'autres actions en justice à hauteur de 10 000 euros, hein. C'est pour l'instant la manne financière que la charte a annuellement. Mais on voudrait justement l'augmenter pour pouvoir aller dans ce genre de démarche qui semble importante politiquement et, euh, et juridiquement et pour vous protéger en tant qu'artiste, bien sûr. Isabelle, est-ce que tu penses... Alors peut-être une Ah, dernière oui. question. Ça veut dire qu'il faut en permanence traquer, se dire qu'on va devoir tous, chacun, chacune, rentrer dans des procédures judiciaires. Bien sûr que non. C'est-à-dire que, encore une fois, tout va dépendre du préjudice que vous estimez avoir subi. Je veux dire, c'est tout, le curseur, il est purement individuel. Et c'est là où je pense que c'est hyper important. Si clairement, euh, vous êtes un auteur qui habituellement a des ouvrages qui sont publiés à 1000 exemplaires, 1500 exemplaires, qui n'ont pas un retentissement majeur dans la société, au niveau du public, et que à un moment, vous avez un organisme de gestion collectif qui vous propose de gérer pour vous le droit à rémunération
et que vous vous dites, bon, ok, j'abdique ce truc-là et je vais le faire, c'est une solution et je peux pas la blâmer. Je dis juste que, en revanche, à partir du moment où vous faites ça, c'est-à-dire que vous cautionnez le fait que ça peut être utilisé. Et la question, si vous voulez, aujourd'hui, c'est plus la question de savoir si les auteurs s'opposent massivement à l'utilisation de leur œuvre par IA. Est-ce qu'ils le font entendre? Est-ce qu'ils le font savoir collectivement de manière à rentrer sur un marché qui va être le marché de fournisseurs d'intelligence artificielle qui vont réentraîner leur modèle de langage sur des sources licites? Ou est-ce que, en fait, il n'y a pas de bruit et j'ai envie de dire, ils vont continuer? En fait, c'est ça. Aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on tord le bras aux fournisseurs d'intelligence artificielle euh, pour rentrer sur un marché éthique où les données d'entraînement qui servent à entraîner les modèles de langage euh, sont acquis de manière licite. Et ça, c'est évident que c'est pas à votre petit niveau individuel que ça peut se faire. Ça peut se faire qu'à un niveau collectif en faisant du bruit, ce type de choses-là. Oui, on sent qu'aussi que, évidemment, la protection du droit d'auteur est très importante pour les autoristes, au-delà de la question Ah, moi, ce que je sais, c'est que préjudice réel et financier. ce que je sais, c'est que la DHGP, ce que j'ai vu passer là récemment, il y a eu une forme de sondage qui aurait été fait. Il y a 60% ou 65% des membres de la DHGP qui auraient dit, j'ai pas vu hein, le truc, mais j'ai vu passer un post là-dessus, qui aurait dit que eux, mais jamais de la vie, ils autorisent. C'est-à-dire même, enfin, je veux dire, même si c'est pour leur ramener 200 euros ou 400 euros en plus par an, il y a des auteurs qui disent, mais la question n'est pas à 200 ou 400 euros par an. La question, c'est, je garde mon travail et je ne veux pas que mon travail serve à entraîner et à me concurrencer après par rapport à ça. Donc c'est assez clair, si vous voulez. Niveau audiovisuel, je pense que c'est beaucoup plus partagé. Justement, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille, moi, pour essayer de comprendre quelle est la tendance au niveau des scénaristes en Europe sur cette question-là, individuellement. Mais il me semble qu'au niveau des auteurs graphiques de la DHGP, c'est assez clair qu'il y a un refus catégorique à l'idée que d'abdiquer son droit de dire non en contrepartie d'une compensation dont on ne sait pas du tout ce qu'elle sera un jour, quoi, en fait. En tout cas, on peut lire dans le chat que si on doit établir un rapport de force, certaines et certains sont prêts à le faire et qu'on peut mobiliser au-delà des craintes, je pense, et peut-être d'un pessimisme ambiant, que oui, je pense que le collectif est en Ah bah capacité, et le collectif est fondamental, bien sûr. quand je vois ce que certains chartistes ou auteurs de la Ligue en ce moment sont en train de faire comme bruit sur la continuité de revenus, et je leur tire mon chapeau et je dis bravo et j'encourage là-dessus, je pense que vous avez un potentiel à la charte. C'est d'ailleurs l'énorme plaisir que j'ai pour moi d'être votre avocat conseil. C'est que je sens bien qu'il y a une fibre active extrêmement pertinente, active et brillante chez vous. Donc oui, je suis ravi de ce que tu me dis, Céline, si c'est ce que tu ressens du chat, ouais. En tout cas, oui. Et il y a une dernière question peut-être qu'on va prendre de Jessie Magana, et tu diras ce que tu peux dire sur cette question-là, Denis. Ouais. Y a-t-il des actions menées par le SNE sur cette question? Alors, il y a effectivement aujourd'hui le SNE a assigné Meta conjointement avec le SNAC et avec l'intervention volontaire de la SGDL. Je n'en sais pas plus parce que de ce que je comprends, euh, enfin, notamment au niveau de la Ligue, il me semble que la Ligue a essayé d'obtenir la copie de l'assignation qui avait été délivrée et s'est vu opposer un refus de communication par le SNAC et la SGDL, ce qui fait que du coup, on ne sait pas ce qu'il y a dans le contenu de cette assignation-là. Donc je peux pas vous en dire plus parce que voilà, moi à mon niveau, c'est-à-dire que je ne sais pas le contenu de cette assignation-là, donc je ne sais pas si c'est solide, si c'est bien fondé. Je ne sais pas s'il mobilise l'article 5.2 de la Convention de Berne comme je pense qu'il faut le mobiliser. Tout ça, je suis incapable de vous le dire par rapport à ça. Donc je peux pas répondre. J'espère que cette réponse vous satisfera. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. On Bon, aura l'occasion d'y revenir à un moment donné.
Bah, c'est un premier, oui, je pense que c'est un premier, voilà, c'est un premier truc qui est là pour un petit peu, voilà, donner des clés, des bases, surtout pour que, voilà, les chartistes sachent c'est quoi les enjeux et c'est quoi les sujets réels, pour pas se disperser et se laisser perdre dans les méandres dans lesquels certains intérêts pourraient avoir envie de les emmener pour qu'ils se perdent. Ouais. Oui, et sachez que voilà, ce n'est pas un sujet qu'on laisse à part, c'est un sujet complexe, mais voilà, qu'on essaye de travailler conjointement aussi avec une intersyndicale, bien évidemment, qui est une vingtaine d'organisations qui traitent de tous les points qui vous concernent et aussi celui-là, avec évidemment une initiative, première initiative par la TLF, hein, bien sûr, puisque les traducteuristes sont les premiers touchés. Absolument. Et je voulais vous dire un autre truc quand même, c'est extraordinaire parce que pour ceux qui le savent, avant d'être avocat, j'ai été directeur général d'un syndicat comme Céline ici, c'était la Guilde des scénaristes. Et le fait de me placer à un niveau européen fait que j'ai une chance absolument inouïe, c'est que là, on fait partie avec la Fédération européenne des scénaristes d'une coalition d'organisations d'auteurs qui porte une voix absolument unanime et ils sont tous sur le même, mais le même son de cloche. C'est-à-dire que je n'ai aucune, pour l'instant, je n'ai aucune truc dissonant, par exemple avec une organisation d'auteurs qui essaierait de pousser pour aller vers une exception obligatoire, par exemple. J'ai pas ça. Ça me change drastiquement de la situation que j'ai pu connaître et que probablement Céline connaît de la guerre des Gaules qu'il y a en France entre les organisations d'auteurs où il y a toujours des querelles de clochers là-dessus. Je pense que l'initiative dont parle Céline de l'intersyndicale, elle est absolument fondamentale parce que ce sont des sujets qui sont tellement impactants qu'il faut absolument créer du consensus sur ces questions et éviter d'avoir des voix dissonantes parce que ça, c'est dramatique quand on parle en termes de résonance, comme moi je le fais au niveau des institutions européennes. Si vous parlez avec des dissonances au sein même de votre camp, c'est dramatique. Donc, ouais, ouais. L'intersyndicale voilà, et faire en sorte que, voilà, que les auteurs soient bien informés pour que, voilà, pour qu'ils ne se laissent pas manipuler, encore une fois, et qu'ils aient les idées claires sur là où il faut aller. Et bien défendu, je rajouterai. Ouais. Bah, écoutez, on peut. Bon, Est-ce qu'on pourra avoir le support, demande Jessie. Est-ce que le oui, support que tu as présenté, on ouais, pourra. Voilà. oui, oui, je vais vous le transmettre, ouais, Voilà. absolument. Donc Denis va décider si on garde cet enregistrement public ou pas, voilà, suivant tout ce qui a pu être partagé. Et puis, donc voilà, on verra plus tard. Merci pour votre présence, en tout cas, active sur cette question. Merci beaucoup, Denis. Merci Isabelle Merci. pour le relais de tout ça. Et puis à bientôt alors. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, Denis. À bientôt.